Eddy Caldy, je me tourne vers vous, professeur retraité. Vous avez été en détachement, conseiller, expert sur la laïcité de 1983 à 2015. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Eddy Caldy, vous connaissez très bien les questions de laïcité au sein de l'éducation nationale. C'est l'une de vos spécialités. Je vais commencer par une question peut-être, je n'espère pas provocatrice, mais qui, je pense, va ouvrir le sujet, le débat. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, on peut le déplorer ou s'en féliciter, qu'est-ce qui explique le succès du privé en France? Est-ce forcément de la part des parents qui inscrivent leurs enfants dans ce type d'établissement scolaire la volonté de contourner la laïcité? Ou y a-t-il autre chose? Oui, je crois que je vais m'appuyer d'abord sur le rapport de la Cour des comptes du 1er juin 2023 qui dit qu'aucune recherche ne démontre la supériorité du privé, en tout cas, et il y a aussi, disons, les indices de positionnement sociaux qui sont maintenant publiés des établissements et on constate que, disons, au même indice de positionnement social, public ou privé, réussissent parce que, en fonction du niveau plus élevé du positionnement social, et depuis Bourdieu, on sait qu'effectivement, la réussite scolaire est liée à la question sociale. Ça, c'est aujourd'hui incontestable. Mais moi, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses et sur le détournement, en fin de compte, du fonctionnement institutionnel des questions de laïcité. Aujourd'hui, il y a une forme d'omerta, y compris dans des regroupements institutionnels. Donc, on évoque la loi de séparation. Bien, la question du dualisme scolaire, c'est souvent la loi du silence. L'observatoire, l'ex-observatoire de la laïcité ne parlait jamais de cette question-là. Il y a aussi, mais je vais peut-être, disons, faire de la peine à des amis, mais, pareillement, le Conseil des sages de la laïcité n'a jamais produit de documents de fond sur les questions du dualisme scolaire. Je crois qu'il faut donc voir un peu qu'il y a un détournement de la législation. Et aujourd'hui, je crois qu'il serait souhaitable qu'on applique, disons, le Code de l'éducation et qu'on applique aussi la loi Debré. Je vais peut-être en surprendre certains, effectivement, parce que depuis toujours, voilà, je suis très attaché, moi, au serment de Vincennes, mais pour autant, il y a des dérives qui se sont produites depuis un certain nombre d'années. En tout cas, une première dérive, c'est en 1984 où on a fait prévaloir l'idée de liberté, l'idée de libre choix, où on a individualisé là le rapport à l'école. Et donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui, disons, impacte aussi le service public d'éducation, qui impacte aussi la question de la laïcité, parce que à la fin des années 80, en 1989, avec l'affaire de Creil, eh bien, effectivement, les familles, là, disons, sont dans une posture de consommateur au regard de l'école et font prévaloir leurs droits. Effectivement, l'usager fait prévaloir sa liberté. Et donc, la laïcité, pour certains, c'est exclusivement une liberté, pas un principe, disons, aussi républicain et collectif. Je voudrais souligner aussi que, en fin de compte, eh bien, ce matin, Marie-Françoise Bechtel en parlait, et donc, jamais dans le Code de l'éducation, on ne parle d'enseignement privé. Jamais dans le Code de l'éducation, dans aucun texte, on ne parle d'enseignement catholique. Le seul, disons, dénomination, c'est des établissements
des établissements donc d'enseignement privé avec un S qui s'accorde avec établissement. Parce que la loi dite Debré ne reconnaît que des établissements indépendants les uns des autres. Et donc, il y a un certain nombre de dérapages qui ont eu lieu. Dérapages qui ont eu lieu après cette individualisation du rapport à l'école. C'est en 1993, ça a commencé en 92, les accords d'Ilang-Cloupé. Les accords d'Ilang-Cloupé, en réalité, eh bien, dérogent au principe juridique à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés. C'est un principe politique qui n'est pratiquement plus, disons, accepté. Par contre, c'est un principe juridique. Moi, je vais vous citer, eh bien, disons, le texte qui codifie du Code de l'éducation, qui codifie deux lois. La loi dite Goblet, du 30 octobre 1886, qui est une loi fondatrice du premier degré, et la loi dite Fallou de 1850, qui est dite, disons, qui est aussi considérée comme loi fondatrice du second degré. Et donc, ces deux lois ont le même article, l'article 2 de la loi Goblet, l'article 17 de la loi Fallou, et je vous lis ceci. Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés. Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'État, les régions, les départements ou les communes. Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. Et donc, pour déroger à cette interdiction de financement, seule une habilitation législative est obligatoire. Eh bien, Jack Lang passe outre de tout ça. Il a financé des documentalistes, il a augmenté considérablement le forfait d'externat, il a créé un organisme de formation de l'enseignement catholique, Formiris. Cet organisme d'ailleurs de formation, eh bien, cet organisme de formation assure, lié très directement, parce que donc il y a les structures ecclésiales qui sont dans le conseil d'administration, assure la formation, y compris d'établissements privés qui ne sont pas catholiques. Donc, il y a là, effectivement, une dérive qui est assez importante. Et donc, c'est un premier signe. Donc là, on s'est passé du Code de l'éducation, des lois, pour, en fin de compte, accorder des privilèges nouveaux à l'enseignement privé catholique. Et donc aujourd'hui, cet enseignement privé catholique n'existe pas dans aucun des textes du Code de l'éducation. Pour autant, c'est lui qui gère un peu, disons, tout ceci. Alors, on doit remarquer aussi que, en fin de compte, bien, l'enseignement catholique, par touches successives, est passé d'abord, disons, de logique où il revendiquait la liberté d'enseignement. Ensuite, dans une deuxième phase, au moment justement des accords Lang-Cloupé, il revendiquait la parité qui n'existe pas non plus dans les textes, disons, du Code de l'éducation, mais c'est tout simplement pour confondre la notion de liberté d'enseignement et celle de droit à l'éducation qui s'applique au service public d'éducation. La liberté d'enseignement, eh bien, certains maintenant souhaitent que ce soit une liberté créance. Imaginons, par exemple, demain, au nom de la liberté d'aller et venir, eh bien, que l'on revendique aussi, eh bien, notre course en taxi. On est tout à fait dans cette logique aujourd'hui où l'enseignement privé, eh bien, se dispense d'appliquer la loi dite Debré en particulier. Et donc, il y a des concessions nouvelles qui sont relativement importantes. Et toutes ces concessions, en fait, eh bien, pénalisent bien sûr la question de la laïcité. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a repris les rênes, disons,
de l'enseignement catholique, comme disait Lacroix dans un édito. Et donc, tout ceci, sans vouloir, disons, comparer à une période un peu délicate, il y a une loi du 31 décembre 1941 qui dit ceci: « Lorsque l'école privée se reconnaît un caractère confessionnel et relève comme tel d'une autorité religieuse, cette autorité religieuse a seule qualité pour présenter des demandes de subvention et agir devant les commissions consultatives et supérieures. » C'est une loi de 1941. En fin de compte, l'Église a regagné du terrain et aujourd'hui applique effectivement disons, sa volonté. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, la question de l'éducation, la question de l'école, c'est la visibilité sociale de l'Église. C'est une façon pour elle, effectivement, de remettre en cause la question de la séparation, en fin de compte, institutionnelle. Je crois que, voilà, on a un double mouvement. D'un côté, on a, disons, l'Église catholique, qui est seule interlocutrice des pouvoirs publics au niveau national du ministre de l'Éducation nationale, des DAZEN, donc des inspecteurs d'académie, par le biais des directeurs diocésains et des évêques au niveau local, alors que certains ont pour projet, non pas ce projet clérical, mais un projet libéral, et donc régir les établissements publics au nom de l'autonomie de gestion. Donc on voit bien, il y a deux mouvements là ici, qui s'opposent, et je crois que, eh bien, aujourd'hui peut-être, dans un premier temps, sans rien bouger à quoi que ce soit, sauf demander, comme ce matin, je crois que c'est Marie-Françoise Bechtel ou Frédéric de la Morena qui disaient donc il faut une volonté politique d'appliquer la loi. Eh bien, je crois là, il faut une volonté politique d'appliquer la loi, d'appliquer le code de l'éducation. Et bien évidemment, donc, voilà, il est nécessaire aujourd'hui d'appliquer y compris la loi Debré. Je crois que c'est indispensable parce que si on n'a pas ça, eh bien, on va avoir non seulement une atteinte aux questions de laïcité, une atteinte à la mixité sociale, parce que là aussi, en 20 ans, eh bien, il y a un accroissement d'un public plutôt favorisé qui va vers des établissements privés. L'établissement fait sa sélection. Et puis, on a aussi, eh bien, forcément, aujourd'hui, ce rôle de l'Église qui n'est pas prévu par la loi et qui porte atteinte au principe fondamental de la laïcité. Merci.